Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous irons tout d'abord à la présidence de la République où le chef de l'État a reçu en audience Leonardo Santos, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les deux hommes ont abordé la situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la région ouest africaine et aussi au Sahel. L'émissaire du secrétaire général de l'ONU a salué le leadership du président Ouattara et ses actions de développement. 20 000 jeunes Ivoiriens seront en stage durant ces vacances scolaires. Ils iront apprendre les codes et règles de fonctionnement des entreprises, des stages rémunérés, fruit du partenariat entre les ministères de la promotion de la jeunesse, celui de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Les stages ont été officiellement lancés ce mardi 25 juin. Et puis le dossier EcoPlus met en lumière une innovation majeure dans le domaine de l'agriculture durable en Côte d'Ivoire. Face aux défis posés par les pesticides chimiques, les chercheurs ivoiriens proposent une alternative. Ce sont les biopesticides développés par l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ces produits dérivés de plantes offrent une solution écologique pour lutter contre les nuisibles agricoles. Entre les groupes armés terroristes et la désolation qu'ils sèment, les changements anticonstitutionnels du régime ou encore les difficultés économiques qui s'accentuent dans certains pays, l'on peut dire sans risque de se tromper que la sous-région ouest africaine est à la recherche de solutions. Des questions abordées aujourd'hui au palais de la présidence de la République. Le président Ouattara recevait en audience Leonardo Santos, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. L'émissaire de l'ONU pense qu'il faut mutualiser les efforts pour venir à bout de tous ces fléaux. Le reportage de Viviane Aïman. Reçu ce mardi 25 juin au palais présidentiel, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, a eu un long entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire dans la région ouest africaine était au centre des échanges. Au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc, il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc, il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi, le trafic des armes, le trafic des drogues, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. Grave conséquence de cette insécurité en augmentation, selon un dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ce sont 6,3 millions de personnes déplacées qui ont fui leur village ou leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes dans le Sahel et les pays côtiers. Dans l'actualité nationale également, l'Assemblée nationale a reçu la visite de Marlène Malaou-Forte. Elle est la vice-présidente du réseau du Parlement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une visite et des échanges avec Adama Bictogo, le président de l'Assemblée, sur la mise en place effective en Côte d'Ivoire, notre pays, de la section ivoirienne de ce réseau. C'est ce que nous dit Konaté Moussa et Kéré Adama. Le réseau du Parlement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI en visite à l'Assemblée nationale. Au cours de la séance de travail avec le président Adama Bictogo, il est question de l'implication des parlementaires dans la gestion des affaires publiques et de la mise en place de la section ivoirienne du réseau. Vos députés nous permettent, à travers leur implication dans notre réseau, de rendre redevables aux différents votes exécutifs à travers les projets qui sont menés. Et aussi, leur rôle est de pouvoir communiquer, parler de l'impact que connaissent ces projets dans la vie de vos populations au niveau du groupe de la Banque mondiale. Je peux vous assurer que vos populations seront très bien servies par la participation active des membres de cette organisation nationale du réseau de parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo,
réaffirme le soutien du Parlement ivoirien aux initiatives de la branche parlementaire du FMI et de la Banque mondiale. Je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est déjà inscrite dans cette dynamique et que le Parlement de Côte d'Ivoire, dans sa composition aussi bien de Sénat et d'Assemblée nationale, est engagé à faire valoir donc cette dynamique de pouvoir faire participer les parlementaires à l'accompagnement des prises de décision des partenaires financiers que sont le FMI, la Banque mondiale et toute autre institution financière. Le réseau du Parlement, de la Banque mondiale et du FMI existe depuis l'année 2000. Il compte plus de 1500 membres issus de 158 pays. La diplomatie économique, elle, s'intensifie entre notre pays, la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a tenu une séance de travail avec une délégation d'hommes d'affaires britanniques. Ils représentent 40 entreprises de leur pays avec à leur tête Mme Catherine Grace-Brooker, ambassadeur du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Plusieurs axes de coopération ont été passés en revue. Rendons-nous à présent à Anonkwa-Kouté et Ndotré, c'est à Abobo, dans le nord d'Abidjan. La première magistrate Kandia Camara et des partenaires au développement sont allés visiter les ouvrages de drainage réalisés dans ces quartiers très peuplés, des infrastructures dont le rôle est crucial, surtout en cette saison d'intenses pluies. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Côté Ndotré au quartier Anonkwa-Kouté dans la commune d'Abobo. Les populations accueillent sur le ton de la reconnaissance les hôtes du maire Kandia Camara. Une délégation de la Banque mondiale et du FMI, Fonds monétaire international. C'est grâce à ces deux partenaires au développement que le ministère en charge de l'assainissement et de l'hydraulique à travers le PARU, projet d'assainissement et de résilience urbaine, a construit au bénéfice des populations de ce quartier des ouvrages de drainage des eaux pluviales. En cette période délicate où les pluies tombent à flot sur Abidjan, ce secteur de la commune d'Abobo, à ce jour, n'en a payé aucun tribut. Joie et bonheur des populations. Quand il pleut, en tout cas, il n'y a plus de pluie qui peut nous empêcher de faire ce qu'on veut, en tout cas. Au moment que Caniveau a commencé, c'est là qu'il dit, ah bon d'accord, j'ai vu l'endroit maintenant, bon, on peut essayer d'aller. Mais après ça, le gros problème ici, c'est la lumière. Un canal long de 8 km permet aujourd'hui un drainage efficient des immenses quantités d'eau de pluie du quartier d'Anonkwa-Kouté. L'infrastructure a donné un nouveau visage à cette partie de la commune d'Abobo qui rebutait pour son accessibilité, faute de route, son absence d'ouvrage d'assainissement et son problème d'insalubrité en plusieurs de ces secteurs. Les sinistres d'hier et les inquiétudes constantes en temps de fortes pluies sont maintenant relégués au rang de souvenirs. Par le passé, à chaque saison de pluie, c'était des pleurs ici. Parce que c'était des pertes en vies humaines. C'était des bâtiments qui s'écroulaient. Merci à la Banque mondiale, parce que grâce justement à ce financement, cet ouvrage a pu être réalisé pour le bonheur des populations. L'ouvrage de drainage d'Anonkwa-Kouté, outre le canal de 8 km, comprend une allée piétonne et cyclable revêtue de pavés. À cela s'ajoute une aire de jeu pour enfants, des latrines et un espace vert. De quoi rendre fiers les populations de cette transformation de leur quartier, lesquelles laissent entendre que la nuit tombée, les individus viennent voler le fer galvanisé, matériaux dans lesquels sont faites les barrières qui protègent le canal. Et nous arrivons au dossier EcoPlus de ce soir et cette interrogation à laquelle nous chercherons réponse. Et si les biopesticides étaient la panacée miracle face aux défis posés par les pesticides chimiques dans l'agriculture durable en Côte d'Ivoire? Plusieurs chercheurs ivoiriens répondent en tout cas par l'affirmative. L'université Félix Houphouët-Boigny a même travaillé sur la conception des biopesticides. Et vous allez le voir, ils portent déjà leurs fruits dans une plantation à Azaguié. C'est un dossier signé Marie-Laure Ngoran, Traoré Zakaria. Le thème de la semaine africaine, c'est l'éducation au service de la culture, de l'innovation et du développement en Afrique. Et à partir de ça, tous les pays africains vont montrer leur savoir-faire au niveau des innovations agricoles, des innovations scientifiques, technologiques.
Après les exposés à la Semaine africaine de l'UNESCO en France, place au cas pratique en Côte d'Ivoire. Du laboratoire au champ, les chercheurs ivoiriens à la pointe de l'innovation ont élaboré une solution pour les agriculteurs. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody met à la disposition des producteurs des biopesticides pour améliorer leur récolte. Ces produits dérivés de plantes combattent les nuisibles agricoles et les maladies des plantes de manière plus écologique que les pesticides chimiques traditionnels. Le projet a le vent en poupe à Azaguié. Dans la pharmacopée ivoirienne, on a des plantes qui contiennent certaines molécules qui ont des activités contre les agents pathogènes qui causent ces maladies-là, telles que, vous voyez cette cabosse comme ça, elle est attaquée par ce qu'on appelle le phytophthora. Et quand c'est comme ça, le paysan perd toute cette production-là. On va constater qu'il a des pertes qui peuvent aller jusqu'à 80% de la production. Le produit, quand vous l'appliquez, voici comment vos cabosses seront. Elles seront indemnes de maladies. Et donc la qualité des fèves que vous allez trouver sera de meilleure qualité. Les biopesticides sont-ils une panacée pour les agriculteurs? Leur utilisation dans les plantations représente une alternative prometteuse aux pesticides chimiques. Avant l'utilisation des biopesticides, on était en 250 et 300 kilos de cacao pour tout le travail et tout l'effort qu'on fournissait, en plus des frais médicaux, parce que j'avais toujours des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, des problèmes oculaires et autres. Et depuis que j'ai rencontré le professeur Koné, qui m'a orienté vers l'agriculture biologique et qu'ils ont mis à ma disposition l'Astoun et le Bounei, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je produis entre 1 tonne et 1,5 tonne. Moins nocifs pour la santé humaine et animale, les biopesticides en Côte d'Ivoire encouragent une agriculture durable, particulièrement pour les cultures de rente comme le cacao, le café et les cultures vivrières. Les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny misent sur la qualité dans la fabrication de ces produits. Les bienfaits des biopesticides sont évidents, mais leur utilisation à grande échelle reste timide. Nous sommes confrontés à un souci, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de commande formelle. Raison pour laquelle nous lançons un appel au ministère de l'Agriculture pour un premier temps essayer d'accompagner ces produits-là auprès des producteurs, de telle sorte qu'ils s'accoutument à son utilisation, parce que le bénéfice, il est réel pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons protéger l'environnement, mais aussi nous allons protéger nos populations de certaines maladies cancérigènes qui sont développées par l'utilisation des pesticides de synthèse. Ces produits ont été présentés aux différentes organisations paysannes qui trouvent effectivement que ces produits sont bons, mais ces populations souhaiteraient être subventionnées afin de pouvoir utiliser à large échelle ces produits. On a 7 brevets au niveau des biopesticides, dont 5 produits ont été homologués par le ministère en charge de l'Agriculture. Et parmi ces 5 produits-là, 4 peuvent permettre de lutter contre les maladies des manguiers, les maladies des bananiers, 2 peuvent permettre de lutter contre les maladies du cacaoyer et 2 permettent de lutter aussi contre les pertes post-récolte. Des initiatives gouvernementales et des projets sont en cours pour soutenir les agriculteurs. Toutes ces expérimentations sont suivies vraiment avec intérêt par le ministère en charge de l'Agriculture. Le problème des biopesticides pour le moment, c'est la disponibilité de la matière première qui va servir. Il faut qu'on arrive à produire, même si le Nîmes, ça existe naturellement, mais ce n'est pas ce que nous allons prendre dans les plantations ou bien dans les champs, dans la brousse. Ce n'est pas ça seulement qui va permettre vraiment de développer ces choses à grande échelle. C'est un appel que je lance en même temps, voilà, pour dire que même nous, ministère de l'Agriculture, nous sommes conscients qu'il faut la disponibilité de la matière première. Les biopesticides, bien qu'ils ne soient pas une solution miracle, leur disponibilité et leur utilisation croissante, soutenue par des politiques adéquates et une formation des agriculteurs, pourraient favoriser la durabilité de notre agriculture. La question demeure, comment surmonter les défis pour que les biopesticides deviennent la norme
dans le monde paysan plutôt que l'exception. La santé des populations en dépend. Dans un autre chapitre, ces grandes vacances scolaires ne seront pas de tout repos pour plusieurs jeunes Ivoiriens. 20 000 d'entre eux seront en stage. Ils iront apprendre les codes et règles de fonctionnement des entreprises, des stages rémunérés qui sont le fruit du partenariat entre les ministères de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, celui de l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Le lancement officiel a eu lieu aujourd'hui même en présence des membres du gouvernement. C'est ce que nous montre Khalil Diomondé. Ils ne passeront pas leurs vacances dans l'oisiveté. Ces élèves et étudiants pourront découvrir les réalités du monde professionnel grâce au programme spécial de stage d'immersion lancé par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Au total, 20 000 stages ont été dénichés pour des vacances saines et productives au profit de ces jeunes. Je pense que ce programme va permettre à nous, élèves et étudiants, de mettre en pratique ce que nous avons appris à l'école et de savoir comment fonctionne le monde du travail. Moi, je n'ai jamais été en entreprise. Je pense qu'avec ce stage, je vais apprendre beaucoup de choses. Le programme est à sa 2e édition. Pendant les vacances 2023, ce sont plus de 10 000 stages qui ont été offerts aux jeunes. Cette année, un montant d'1 milliard de francs CFA a été mobilisé dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement afin de renforcer le dispositif. Je salue donc ce programme qui vient d'une part renforcer la mission éducative de l'école et d'autre part donner des compétences pratiques en vue d'une insertion scolaire ultérieure autonomisante. On veut commencer les premières mises en stage dès le 15 juillet. Et donc, je veux vraiment lancer un appel à tous les jeunes. Ceux qui sont très digitaux, vous allez sur le site de l'Agence Emploi Jeune, vous pouvez vous inscrire. Antenne régionale, Agence Emploi Jeune. Et ceux qui sont en milieu rural, vous avez la possibilité d'aller directement en sous-préfecture, donc chez le sous-préfet, ou en préfecture, bon, pour ceux qui sont en ville, pour avoir les fiches physiques d'inscription pour vous permettre donc de vous inscrire. Les inscriptions débutent dès ce mardi 25 juin 2024. Les stagiaires recevront une prime forfaitaire de 45 000 francs CFA durant les 2 mois d'immersion en entreprise. La phase scientifique des journées de la fonction publique se poursuit. Un panel sur la transformation culturelle des fonctionnaires et la performance du service public a été animé par de hauts cadres de l'administration ivoirienne. Ce panel avait pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des bonnes pratiques et leur impact sur la performance du service public ivoirien. Le reportage de Grace Kando. Lutte contre la corruption, bonne marche de l'administration publique, assiduité au poste de travail et pratique de bonnes mœurs. Entre autres sujets abordés au cours d'un panel animé conjointement par les directeurs généraux de l'ENA, de la fonction publique et la vice-présidente de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, à travers le thème « Transformation culturelle de fonctionnaires et performance du service public ». Il s'agissait de voir comment on pouvait justement parvenir à ce changement de mentalité, ce qui suppose que dès le départ, le fonctionnaire prend conscience de la responsabilité qu'il a de se mettre au service du bien-être collectif et non pas de chercher à se servir ou à s'enrichir sur le dos de l'administration. Et en même temps aussi, c'est de comprendre que pour parvenir à cette transformation culturelle, c'est une action collective. Nous avons pu relever les points de faiblesse de la vie du fonctionnaire, du comportement du fonctionnaire, mais nous avons également souligné les qualités des fonctionnaires dans leur formation, dans leur savoir-faire, dans leur savoir-être. Et nous avons surtout mis l'accent sur la nécessité de continuer à le rendre performant pour le bien du service public, mais surtout pour la qualité des prestations à servir le public. La recette du directeur général de la fonction publique consiste à se réapproprier les valeurs du service public à travers le concept du fonctionnaire nouveau. Lorsqu'on délivre le service public, on doit s'interroger, est-ce qu'on l'a fait selon les règles ? Est-ce qu'on l'a fait à la satisfaction de l'administration, mais est-ce qu'on l'a fait à la satisfaction de l'usager? Est-ce qu'on l'a brimé? Est-ce qu'on lui a estorqué de l'argent au-delà des taxes et impôts légalement institués? C'est cela qui doit nous ramener à la culture
de l'entreprise à la culture de notre administration. Donc délivrer le service public de qualité, délivrer le service public dans les délais, délivrer le service public selon les normes que nous nous sommes fixées et faire en sorte que l'usager client soit au centre de nos préoccupations. Ce panel sur la transformation culturelle des fonctionnaires ouvre la série d'échanges entre le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et l'ensemble des usagers. Il s'inscrit dans le cadre de la 4e édition des Journées de la fonction publique. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a reçu hier à son cabinet au Plateau le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, Grégoire Ndjaka, est à Abidjan dans le cadre de la 15e Assemblée générale de l'UAR. L'Assemblée générale se tiendra d'ailleurs du 3 au 5 septembre 2024 au Botswana. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, en mission en Côte d'Ivoire. Le responsable de la plus grande organisation d'organismes de radio et de télévision nationaux et privés des États africains est reçu par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. C'est en compagnie de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, que Grégoire Ndjaka invite la Côte d'Ivoire à la 15e Assemblée générale de l'UAR en septembre prochain. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour, notamment les nouvelles technologies et l'immigration. Je suis venu dire de vive voix nos félicitations et toute notre admiration pour la qualité de la couverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée ici en Côte d'Ivoire. Nous allons parler des impacts des nouvelles technologies sur la vie des populations et sur les médias. Et je suis content de savoir qu'aujourd'hui, il y a une initiative qui a été lancée ici. Le ministre Amadou Coulibaly rassure son visiteur de la participation de la Côte d'Ivoire à cette rencontre de haut niveau des médias africains. Nous recevons avec beaucoup de plaisir cette invitation, ce d'autant plus qu'une des thématiques qui sera abordée est la question donc, de l'intelligence artificielle et son impact sur la vie des citoyens. Aujourd'hui, nous avons lancé une initiative ivoirienne pour une utilisation responsable des médias sociaux. Cette Assemblée générale nous offrira très certainement l'opportunité de parler donc, de l'initiative de la Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la désinformation. À l'issue de ces échanges, le ministère de la Communication de Côte d'Ivoire s'est engagé à répondre aux besoins changeants des publics africains à travers les médias ivoiriens. Et puisque nous parlons de communication, le président de la Fédération ivoirienne de football poursuit sa tournée de présentation du trophée de la CAN. Et c'est à la RTI qu'Idriss Yassine Diallo est arrivé ce mardi. Une présentation de trophée sous fond de félicitations et de remerciements au groupe RTI, producteur du Signal, mais aussi diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le directeur général du groupe, Fosseni Dambélé, a par ailleurs remercié l'ensemble de son équipe pour le travail effectué. On retrouve Jean-Marc Djadji. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023, dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, remet la coupe à Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI. Le trophée est ensuite présenté à l'ensemble du personnel pendant l'émission de la mi-journée, c'est midi, spécialement dédiée au sacre des éléphants. Un mois de compétition, des centaines d'heures de diffusion de matchs et d'émissions sur tous les canaux télé, radio et Internet rendus possibles grâce au dévouement du personnel. Un mérite reconnu et récompensé par Fosseni Dambélé qui a remis des médailles à toutes les directions. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sait qu'il y a une chaîne de sport dans notre pays. C'est bien sûr la 3. On a eu une très belle occasion. Ça a été une très belle rampe de lancement pour notre chaîne. On a eu un personnel dévoué, passionné. Quand vous avez un monsieur comme Roger Mila, quand vous avez Gernot Aurore, quand vous avez Bobo Sylvain, sans oublier nos consultants maison, voilà. Ça a été des moments féeriques.
plusieurs institutions ont reçu cette coupe-là. Mais nous sommes une télévision, donc il fallait qu'on crée le spectacle autour. Et là, aujourd'hui, je pense que nous sommes très heureux. La coupe est à la RTI. Le slogan « La CAN, c'est chez nous », il vient bien sûr de la RTI. C'est d'ici que c'est parti et ça a pris tout le monde entier. Donc nous sommes vraiment très fiers. Nous avons mis un dispositif impressionnant. Tous les agents étaient mobilisés sur la CAN. 100% des journaux sur des sujets CAN. Les fan zones, les résumés des matchs, des consultants qu'on invitait sur nos plateaux. Tout est bien qui finit bien. On a remporté la CAN, nos 3 étoiles. Merci à toute la RTI. Merci au DG pour l'accompagnement. Le groupe RTI et la FIF sont des partenaires de longue date et la fédération, par la présentation du trophée, consolide ce lien. La RTI a toujours été un partenaire historique de la fédération et donc un partenaire stratégique. Donc il était normal, en plus que nous avons un contrat de partenariat qui nous lie. Ils sont sponsors des compétitions de Ligue 1, de Ligue 2. Donc en fait, c'était normal qu'une fois qu'on a pu acquérir ce trophée, qu'on vienne présenter à la RTI qui a participé de façon effective à la conquête du trophée. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis toujours dans cette maison. Formation du personnel, acquisition de matériel de pointe, le média de service public a produit le signal de la CAN en qualité de télédiffuseur hôte, contribuant ainsi à la réussite de l'événement sportif. De quoi rendre fier son premier responsable. Nous sommes très heureux de la confiance que nous a faite la CAF et la FIF pour la production du signal international. Et également aussi avec la FIF et le COCAN, la RTI a été diffuseur des 52 rencontres sur ces 2 chaînes de télévision, ces 2 chaînes de radio, ces plateformes numériques. Et je crois qu'avec tous les retours qu'on a eus, ça a été quelque chose de très apprécié par la population ivoirienne. Durant la CAN 2023, le groupe RTI a accumulé au quotidien un public de plus de 8 millions de personnes. C'est un reportage de Didier Nguessan et Jacob Kiniboa. Dans le cadre de la défense nationale, les initiatives se multiplient pour outiller les forces armées de Côte d'Ivoire. À Bouaké, dans le centre du pays, les armées françaises et ivoiriennes ont opéré une manœuvre militaire aérienne. Les soldats ont fait, vous le verrez, un partage de bonnes pratiques. Kader Sogodogo. C'est le lundi 24 juin que les premiers avions de chasse ont fait irruption dans le ciel de Bouaké. Une patrouille aérienne constituée de 3 Mirage 2000D de l'armée française en provenance du Tchad. Après les opérations de parquage et de remise en condition des aéronefs, les équipages français accueillis par les troupes engagées au sol se sont livrés aux opérations préliminaires en attendant l'arrivée des pilotes ivoiriens qui ont rejoint aux premières heures du 2e jour. Tout de suite, la phase de coordination et toute la panoplie des procédures ont été révisitées. L'objectif pour les 2 armées, évaluer le niveau de complémentarité et l'interopérabilité dans le combat aérien dans le cadre d'une mission de défense de l'espace aérien ivoirien. Les 2 parties ont particulièrement mis à profit cet entraînement pour s'imprégner les uns des avancées en matière d'aviation de combat de façon pratique quand les autres ont renforcé leur connaissance du théâtre d'opérations aériennes. Eh bien aujourd'hui, on a eu l'opportunité de pouvoir mettre en application tout le travail qui nous a permis de pouvoir combiner la venue de 3 Mirage 2000 sur un convoyage retour vers la France, mais aussi d'un C-130J et d'un Antonov ivoirien pour pouvoir faire toute la manœuvre de soutien logistique et de mise en place de ce plochas qui est itinérant et qui pourra permettre, nous, d'être un premier jalon pour pouvoir faire de nouveaux exercices tout au long de l'année. Le groupe de planification conjoint qui a été mis en place à travers une très bonne ambiance et conformément aux instructions de notre hiérarchie, nous avons pu restituer les conclusions qui ont été validées et c'est sur cette base que cet exercice qui a connu un franc succès s'est déroulé et nous avons vraiment apprécié le partage d'expérience de nos partenaires français. Pour cet exercice qui s'exécute en prélude à un autre prévu en septembre entre les 2 armées, les objectifs ont été pleinement atteints. Hausser le niveau de compétences des pilotes ivoiriens en aviation de combat en préparation d'un engagement éventuel en tout point du territoire. Quant à l'état-major général des armées qui a planifié cette manœuvre, le contrat opérationnel pour l'armée de l'air est et demeure le même. Assurer l'intégrité de l'espace ivoirien et en préserver l'inviolabilité. Dans cette quête, toute opération sera la bienvenue, notamment avec les partenaires, à l'expertise à venir.
En religion, le Hajj, le pèlerinage musulman, est terminé il y a quelques jours. Le 3e vol du contingent étatique a même atterri cet après-midi à Abidjan. Mais avant le retour au pays, les pèlerins font ce qui est appelé le tawaf d'au revoir. Plusieurs tours obligatoires de la Kaaba honorés par les fidèles musulmans. C'est ce que nous montrent Issa Yeo et Yaya Konaté. Il est de coutume qu'à la fin de chaque pèlerinage, les fidèles musulmans présents en Terre Sainte en Arabie Saoudite fassent un tawaf de revoir à la Kaaba. Les pèlerins ivoiriens viennent de sacrifier à la tradition. Lorsque on vient sur cette terre qui est la Mecque, Inch'Allah Ta'ala, pour venir faire le pèlerinage, Inch'Allah, avant de repartir, il faut aller faire un au revoir à la Kaaba, Inch'Allah Ta'ala. C'est ce que les pèlerins vont faire. Cet acte obligatoire pour les pèlerins est, selon les guides religieux, une occasion pour le fidèle musulman de se confier à Allah. Celui qui accomplit Tawaf al-Wada, il ne lui reste que plier ses bagages et aller dans son pays respectif. Donc c'est ça que nous venons de faire. Et Tawaf al-Wada est un acte obligatoire du Hajj. Ça fait partie des piliers. Le Tawaf que nous avons accompli après le Hajj, ça c'est un pilier du Hajj. Bon, mais avec Tawaf al-Wada, nous pouvons dire Alhamdulillah que le Hajj 2024 pour nous a pris fin. Ça a permis à tout le monde de s'épanouir, de se concentrer dans la prière et puis vraiment faire des doigts pour tout le monde. Combien de musulmans qui souhaitent venir faire le Hajj? Mais si Dieu te donne cette occasion, vraiment il faut dire merci à Dieu. Comment dire merci à Dieu? C'est de respecter les rites du Hajj. Et alhamdulillah, on a pu faire tout ça. L'imam Mami Doumbia exhorte les pèlerins ivoiriens à être des modèles et des exemples pour la communauté musulmane une fois retournée au pays. Dans le reste de l'actualité hors de nos frontières, en Haïti, 400 soldats kenyans sont arrivés ce mardi 25 juin à Port-au-Prince. Ils sont les premiers d'une liste de 1000 soldats kenyans qui vont lutter contre les gangs armés qui paralysent Haïti. À leur descente d'avion, ils ont été accueillis par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le Kenya a eu le feu vert de l'ONU et a signé un accord avec Haïti définissant les conditions de cette opération. Elle est appelée la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.